J'ai osé le positif pour me reconstruire. Ça vous parle, ce thème? Écoutons tout de suite la voix d'Ange. Priska Kwaku est une jeune femme ambitieuse et battante. Elle est originaire de Boudépé. Le décès de son père bouleverse sa vie, mais elle se donne la force de continuer. Aujourd'hui, Priska est écrivain, chef d'entreprise et responsable d'une ONG américaine. Priska Kwaku veut apporter aux femmes. Elle vient à ces midis pour partager son histoire. Restez avec nous, toute son histoire avec Caroline. Alors merci chaque jour d'étancher notre soif. Nous allons recevoir donc notre invité témoin du jour. Son nom, vous l'avez entendu dans l'extrait qu'on vous a projeté. Priska Kwaku, notre invité témoin, entrepreneur, motivatrice, coach en développement personnel et auteur d'un livre. Merci d'accueillir Priska Kwaku sur notre plateau. C'est un bonheur pour nous de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Merci Caroline. Merci d'être à table avec nous. Merci beaucoup. Merci. On vous offre plus que de la nourriture sur ce plateau. C'est gentil. Merci en tout cas. Voilà, je rappelle que Madame Kwaku Priska travaille dans le domaine de la communication. Elle est aujourd'hui coach en développement personnel. Justement, un petit souci avec ce thème qui est aujourd'hui utilisé à tort et à travers. Tout le monde s'arroge, on va dire, la dénomination. Oui, je suis coach. Qui est coach? Qu'est-ce qu'il fait et comment le devient-on? Un coach, c'est juste un partenaire qui t'aide à atteindre les objectifs que tu te fixes. Donc, il y a plusieurs types de coachs. Il y a des coachs personnels et des coachs professionnels. On va dire que c'est un domaine, je dis le coaching a commencé dans le domaine sportif. Et puis après, vu les bénéfices que cela a engendré, ça s'est, on va dire, propagé dans tous les domaines. Tous les domaines. Et donc, le coach, c'est juste un partenaire qui t'aide à atteindre un objectif que tu te fixes. Et un coach, c'est celui qui sait écouter, qui sait accompagner une personne, c'est-à-dire emmener cette personne-là d'un point A à un point B, par exemple. Et on va dire que pour le continent que je connais, l'Afrique, c'est une discipline qui est nouvelle. Et donc, très souvent, quand quelqu'un sent qu'il sait écouter, quand quelqu'un sent qu'il sait se mettre à la place des autres, s'auto-proclame coach en fait. Parce que, mais c'est là quand même où il y a le danger parce que, je veux dire, coach sportif, la démonstration peut se faire sur le terrain. Mais coach en développement personnel, là, on a la charge de la vie des gens entre nos mains. Là, c'est encore dangereux parce qu'en cherchant peut-être à aider des gens, on peut parvenir à détruire carrément leur vie. Alors, qui on doit réellement appeler coach aujourd'hui? En principe, selon la déontologie du coaching, on doit appeler coach celui qui a une certification. Donc, qui est allé à l'école et qui est sorti avec son diplôme de coach. D'accord. Voilà. Étant donné que l'exercice de cette profession ne dépend pas du fait d'avoir un diplôme, quelqu'un peut se lever et sentir qu'il a ses aptitudes et commencer en fait à coacher. Donc, c'est là en fait le petit souci avec ce métier. L'idéal, c'est vraiment de passer sa certification. Et je pense que l'idéal serait aussi quand même d'avoir une certaine réglementation pour limiter aujourd'hui les dégâts sur le terrain parce que voilà, on avale presque tout sur les réseaux sociaux et puis après les conséquences, on ne peut pas les mesurer. Alors, on ne va pas forcément parler de votre statut de coach, mais votre vie nous intéresse. Vous avez un parcours, vous avez eu une enfance normale, mais une adolescence très difficile. On veut en savoir davantage. Alors, j'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans. J'étais en classe de terminale. Et à 17 ans, je dis, c'est l'âge auquel on a besoin de son père, de sa maman. Et quand mon père est décédé... il avait quel âge, votre père? 45 ans. 45 ans, il était jeune. C'est lui qui est assez jeune. Et quand il est décédé, certains membres de la famille sont venus tout prendre à la maison. Tout arracher. Donc, j'ai vu un gros camion à l'eau déménagement devant ma maison. Moi, je rentrais de l'école et je vois que le camion est là. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, on est venu prendre les affaires. Combien de temps après le décès de papa? Juste une semaine. Une semaine après? Juste une semaine. On organise le déménagement. On organise le déménagement alors qu'on est toujours dans la maison. Et donc, pour recevoir les condoléances, on était obligé d'acheter des nattes avec maman. Donc, j'ai une sœur, maman et moi. Nous sommes 3 femmes.
pas de garçons. Vous savez qu'en Afrique, quand vous n'avez plus de garçons... je ne comprends pas bien. C'est-à-dire que la maison a été tellement vidée qu'il n'y avait même plus de chaises pour installer les visiteurs. Non. Il n'y avait plus de chaises. On nous a laissé 2-3 cuillères pour manger. Et puis, il n'y avait plus rien. Donc, mon père avait une grande bibliothèque qui est partie vraiment comme n'importe quoi. Et c'était très difficile pour moi, à cet âge-là, de comprendre comment est-ce que des personnes qui étaient amis, parents de la famille, aujourd'hui se deviennent des ennemis. Je n'avais pas compris cette transition-là. Et donc, de 3 repas par jour, on se retrouvait à un seul repas par jour. Donc, quand on a mangé le midi, le soir, c'est peut-être... C'est pas évident. C'est pas évident. Mais à cet âge-là, vous avez 17 ans, je veux dire, quelles sont les questions qui vous viennent à l'esprit? Quel genre de questions vous vous posez? Qu'est-ce que vous vous dites? Quelle analyse par rapport à la vie? D'abord, j'en veux à Dieu. Je dis, mais Seigneur, tu n'avais pas besoin de me faire subir ça. Pourquoi moi? C'est quoi la leçon? Qu'est-ce que tu veux enseigner ou qu'est-ce que tu veux prouver? Au moment où donc il y a 2 ans de cela, 15 ans que j'avais vraiment commencé à aller à l'église, à m'engager et tout. Est-ce que c'est ça mon salaire? Est-ce que c'est ça ma récompense? Je ne comprenais pas. Et quand je demandais à maman pourquoi ils sont venus prendre les affaires, elle dit laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Donc ma soeur et moi, on est restés sans réponse jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas compris pourquoi. Et qu'est-ce qui vous a fait le plus mal, on va dire, en dehors du départ de votre papa, dans cette histoire, dans cette ambiance, dans cette atmosphère? Je me suis sentie rejetée. Comme si je n'étais rien, comme si on n'était rien. Parce que là, tu as grandi avec papa et maman, tu as des repères. Tu te dis, notre vie est normale, ça va. Et puis du jour au lendemain, tu perds tout. Donc je suis vraiment tombée de haut. Tombée de haut. Et ça a développé en moi, on va dire, un sentiment d'insécurité et le pessimisme. C'est-à-dire le fait de voir le mal dans tout le monde et dans tout ce qui se passe autour de moi. Alors, quand vous dites « ils sont venus ramasser », les « ils », là, c'est qui particulièrement? Est-ce que ce sont les membres de la famille, les parents à papa? Les membres de la famille. Les membres de la famille. Vous êtes quelle ethnie? Ati. D'accord. Est-ce que c'est des membres de la famille que vous connaissiez auparavant? Oui, oui, absolument. Carlo, je voudrais aussi demander quelque chose. Vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi vous et pourquoi tout ça vous arrive. Mais est-ce que maintenant, vous comprenez ça mieux? Oui, j'ai compris. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai compris. Moi, je veux savoir. Vous avez dit que quand ils sont venus ramasser tout à la maison, vous avez posé la question à maman de savoir qu'est-ce qui se passait. Elle a dit de laisser tomber. Est-ce que vous-même, vous êtes allé demander aux parents de votre père qu'est-ce qui se passait? Ça, c'est des questions... Quelqu'un qui vient prendre matelas, vous allez lui demander... Tu ne peux même pas te penser demander à qui que ce soit. Je dis, les enfants n'ont pas droit à la parole. Même la veuve n'a pas droit à la parole. Ce ne sont même pas des enfants. Et s'ils ont le temps de vous répondre même? Parce qu'ils ont des bagages sur la tête, ils sont chargés, donc ils sortent, donc ils n'ont pas le temps de vous écouter. Hein. Ouais, donc il y a certaines familles qui disent que c'est la coutume. C'était le cas chez vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, notamment les obsèques vont se dérouler. Votre vie après les obsèques, qu'est-ce que ça devient? Après les obsèques, ma sœur se cherche. Je me cherche aussi. J'ai eu le temps de finir mon examen parce que j'étais en terminale. Je devais passer le bac 2 semaines après l'enterrement de papa. Ben, après, j'ai eu mon bac. Félicitations. J'ai eu le bac. J'ai été orientée dans une grande école. À l'époque, quand on était orienté, on payait 40 000 francs CFA. Et une école de prestige. Hein. Oui, vraiment. Donc, 3 mois après le bac et tout ça, on a commencé à fouiller les bagages et tout. On a aménagé dans notre nouvelle maison. Donc, d'un quartier résidentiel, on se retrouvait au quartier cimetière de Bingerville. Donc, on a découvert par hasard que papa avait une assurance vie pour moi et ma sœur. Donc, on va à l'assurance, on se renseigne et ils nous disent qu'on a 240 000 francs l'année pour vivre parce que papa a dû prendre de l'argent là-dedans aussi pour se soigner. Donc, 240 000 quand je paye ma scolarité, 40 000 l'année, il me reste 200 000 francs pour l'année. 200 000 francs pour l'année. Et vous habitiez où à l'époque? En ce moment-là, mon grand-père m'a récupéré chez lui. D'accord. Je veux dire, dans quelle commune? Je veux juste avoir un aperçu de la distance que vous alliez parcourir.
Entre votre lieu d'habitation et votre école? C'était Yopougon Plateau. Yopougon Plateau, d'accord. Avec le bus 39, je ne vais jamais oublier ce numéro de bus-là. Parce que souvent, tu luttes tellement que ta chaussure reste, quoi. Oui, ou ta jupe se déchire, et voilà, c'était comme ça. Et donc, 200 000 divisé par 12 mois, ça me faisait 16 000 à peu près. Et les 16 000, j'avais 3 000 francs pour ma carte de bus. Au moins, je peux me déplacer. Et puis les 13 000, on gère, quoi. Mais on le sait, c'est insuffisant. On ne va pas citer le nom de l'école, mais vous vous retrouvez dans une prestigieuse école où on retrouve des filles et des fils à papa, je sais de quoi je parle. Alors vous, avec 16 000 francs en poche pour tous vos besoins, vous faites comment? Vos besoins de jeune fille, pour vous nourrir, pour les fournitures, les livres, puisque vous êtes dans le domaine de la communication, il y a des livres importants que vous devez acheter, tout ça. J'habitais chez mon grand-père et il m'a beaucoup aidé. Mon grand-père maternel a été pour moi un soutien inestimable. Qui m'a aidé, donc j'avais le juste nécessaire. J'avais le juste nécessaire et je ne pouvais pas demander plus. Je ne pouvais pas demander de belles chaussures, non, non, fallait pas exagérer. Donc je me contentais de ce que j'avais. Alors, vous nous avez expliqué qu'arrivé à un certain moment, vous êtes retrouvé en cité universitaire, Billet Didier comme cambodgienne, c'est-à-dire que vous squattiez la chambre de vos amis. Oui, donc ça c'était en deuxième année de BTS. En deuxième année de BTS. J'ai dit à mon grand-père que la distance me fatiguait, Yopougon Plateau, je ne pouvais plus. Et il faut que je me rapproche, au moins que je sois à Cocody. D'accord. Et donc j'ai rencontré une sœur en Christ à l'école et je lui ai demandé est-ce que tu peux m'héberger chez toi? Mon grand-père n'était vraiment pas d'accord. Ça, il n'était pas d'accord. J'ai dit, papa, il faut que je prenne ma vie en main. Il faut que j'aime mon BTS. Il faut que je me donne les moyens d'avoir ce diplôme-là. Et donc, je vais en cité et la dame, c'était une chambre double. Hein. Et de son côté, déjà, les deux places du lit étaient occupées. Donc, j'avais que le sol là pour dormir. Donc, je dormais entre le placard de l'autre côté et la chambre, le lit. Donc, ça, c'est la chambre en cité. Donc c'est la chambre en cité, au moins on fêtait les anniversaires. Donc ça c'était lors d'un de mes anniversaires. Allez-y. Et donc là-bas c'était le même train quotidien, complètement limité. Au moins j'ai appris à faire les crêpes là-bas, parce qu'on avait très souvent que des œufs et de la farine, un peu de sucre pour manger, donc c'était des garis, le pain avec l'eau sucrée. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous parlez de cette histoire avec le sourire aux lèvres, mais ce n'était pas pareil il y a des années. Je pleurais tout le temps. Voilà, on m'appelait la pleureuse. Parce que je disais, si papa n'était pas là, si papa était encore là, je n'allais pas vivre ça. Pourquoi? Je me posais beaucoup de questions. Franchement, j'étais désemparée. Je n'arrivais pas à comprendre, en fait, pourquoi j'étais dans cette souffrance-là, à cette époque-là. Je veux savoir. Vous avez dit que vous avez seulement 16 000 pour le mois. Et vous êtes dans une prestigieuse école et en cité aussi, on sait la vie, les filles, comment elles sont, les enfants à papa, comment ils font un peu les trucs et tout. Comment vous avez fait pour éviter la tentation, pour résister à la tentation? Parlant de tentation, il y en a eu beaucoup. Je prends pour exemple, un jour, j'étais partie à un camp de prière. J'avais juste le transport aller, mais je n'avais pas le retour. Donc, je me mets au bord de la route et puis je fais de l'autostop. Et je me dis, la plus belle voiture qui va venir, c'est celle-là que je vais arrêter pour monter là-dedans, parce que quand même, hein. Donc, je vois une belle voiture qui arrive, et je monte là-dedans, le monsieur tout gentil me demande qu'est-ce que tu fais et tout. Je dis, ah, je suis étudiante, et comme j'ai vu qu'il ressemblait à quelqu'un quand même qui avait l'argent, je lui parle de mon projet d'aller en Europe. Je voulais aller en France pour faire de bonnes études et puis revenir avoir un bon poste. Et il me laisse son numéro et on continue les échanges. Donc il passait très souvent me récupérer à la descente de l'école. Il m'a fait sa proposition, si tu veux que je t'aide, je sois ton aval, il faut que tu sortes avec moi. Et il a utilisé ce thème précis-là, je vais changer ta vie. Je vais changer ta vie. Parce que dormir en cité à terre, tu es trop belle pour ça. Et qu'est-ce qu'il vous promettait? Un studio meublé, de l'argent. Déjà, même après chaque rencontre, c'était quand même un 30 000, un 50 000 qu'on me balançait. Vraiment, avec mon 13 000 du mois, c'était mon petit paradis.
moins, vous avez la chance. Tout le monde ne trouve pas ça. Non, allez-y, elle va poursuivre un tout petit peu, allez-y. Voilà, donc j'étais en face en fait d'un gros dilemme. Est-ce qu'il fallait accepter, il n'était pas vilain? Ou est-ce qu'il fallait... Sérieusement. C'est-à-dire qu'il avait tout ce qu'il faut, quoi. Non, il avait tout. Il était marié. Okay. Oui, il était marié. Toujours marié. Et il m'a même parlé, il m'a dit qu'il était sa femme, qui est quand même une personnalité de ce pays. Ouais. Et donc, que bon, c'est pas... Et sa femme ne lui faisait pas d'enfant. Donc j'avais 20 ans à peu près. Donc si je lui fais un enfant là même... C'est gâté. Vraiment, c'est le paradis sur terre, quoi. Donc il m'a promis beaucoup de choses. Alors, je pense que c'est là qu'on va marquer une pause. Parce qu'en ce moment-là, on se pose la question, est-ce qu'elle va accepter? A-t-elle accepté les propositions indécentes du monsieur? A-t-elle résisté? Bon, elle va accepter. Vous dites quoi, docteur Philo? Elle va accepter. Dormir même le sol. Vous pensez quoi dans le public? Alors allez par ici. D'accord. Alors, d'accord. À partir de cet instant-là, on peut aller pour la pub et puis juste après, on aura la réponse de Priska. Bonjour, Tanti. S'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi, tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter une unité avec ça, c'est simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Vous n'êtes pas content qu'on revienne de la pub? Non? Mais je veux le sentir. Et voilà, si vous nous prenez en marche, vous suivez. C'est midi et notre invité témoin s'appelle Priska Kwaku, une jeune fille qui a perdu son père, enfin je veux dire une jeune dame aujourd'hui, mais c'est à l'âge de 17 ans qu'elle perd son père et la vie devient très difficile pour elle. Elle va se retrouver après le bac dans une prestigieuse école. Elle est obligée de vivre avec 13 000 francs par mois et c'est là qu'une proposition va s'offrir à elle. Une proposition, je vous assure, indécente. Voilà. Et la question qu'on lui a posée, c'était de savoir si elle avait accepté ou non. J'ai posé la question au public, ils étaient tous unanimes. Ils m'ont dit qu'elle va accepter. Alors, Priska, au milieu de toutes ces difficultés, vous dormez en chambre, enfin par terre, en cité, vous squattez donc la chambre d'une de vos amies et vous avez du mal même à vous déplacer. Voilà. Autostop de temps en temps, votre autostop va vous conduire. Vous avez cherché la belle voiture. Vous tombez donc sur ce monsieur qui vous fait des propositions. Voilà, il décide de vous offrir un studio meublé, de vous offrir le paradis. Cadeau. Il vous demande de lui faire des enfants, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Vous avez parlé de dilemme. Un dilemme. Donc il y a deux forces en place. Deux voix surtout qui parlent. Il y a la voix positive et la voix négative. Et j'ai analysé et je n'ai pas accepté. J'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. On ne peut pas compter sur vous. Hein, Mais écoutons le témoignage. Elle dit qu'elle n'a pas accepté. Je n'ai pas accepté pour deux raisons principales. Parce que déjà, il y a des valeurs que mon père et ma mère m'ont inculquées. Celle de savoir me contenter de ce que j'ai. De savoir me contenter du peu que j'ai. Mais vous pleuriez quand même? Je pleurais quand même. Mais c'était difficile. Et il y a aussi mes valeurs chrétiennes. Et j'ai eu surtout peur du fait que je ne voulais pas être demain une femme que le mari trompe. Je ne veux pas que ma fille soit une femme que le mari trompe. Parce que quand vous semez, vous récoltez. Parce que je considère que tout acte que nous posons sur terre est une semence. Et cette semence-là, elle va produire un jour, en bon comme en mauvais. C'est ça. Et je pense que ce sont des choses qu'on paye sur terre. Et je ne voulais pas être l'objet de la souffrance d'une autre femme, moi-même étant femme. Donc j'ai refusé. Il y a combien de femmes ou de jeunes filles qui pensent de la sorte? Alors, vous avez parlé de... C'est vraiment une grande valeur. Moi, tout de suite, si le public n'applaudit pas, moi, j'applaudis. Franchement, Caroline, je veux savoir,
Vous avez parlé de valeurs chrétiennes et tout ça. On est entre nous femmes. Hein. Après, la question c'est, est-ce que vous n'avez pas vu le monsieur venir? Parce que quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue, il a commencé à vous donner de l'argent à chaque fois. Oui, on est... peu de point, la venir, la même raquette. Il faut qu'on soit honnête. Hein? C'est ce qu'on fait. Et puis après, les hommes nous traitent de tout. Là, hein? Le gars a commencé à vous donner transport 20 000, 30 000, 40 000. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas vu venir. Pourquoi c'est à la dernière minute vous le faites taper poteau? Voilà. Après avoir bien bouffé son argent. Non. Tout ça, c'est des valeurs. Pas tant bouffé que ça. Je veux dire, ça n'a pas duré vraiment longtemps. Ça n'a pas duré. J'ai mis très vite fin à ça. Oui, je l'ai vu venir. Il a fait sa proposition. Maintenant, le choix était dans mon camp. C'était à moi maintenant de décider de ce que j'allais faire. Je l'ai vu venir. Et je savais que ça allait finir comme ça. Mais oui, Caro, c'était pas évident même. Parce que on peut aider une personne comme ça. Oui, c'est possible. Il y a des grandes âmes. Il y a des personnes qui sont capables de faire ça. Donc peut-être elle a pensé que c'était une aide comme ça d'une âme généreuse. Non, mais elle a dit qu'elle a vu venir. Elle est encore très jeune, elle n'avait que 20 ans. Elle a dit qu'elle a vu venir. Elle est intelligente là. Elle a vu venir. Et je veux dire que toutes ces valeurs-là, même qu'elle a précitées, même avant de dire non, on peut dire quand on fait une analyse philosophique, elle n'a pas refusé. Elle a dit, vu ses valeurs, vu ces valeurs que son père lui a inculquées. Sinon, elle allait accepter. Donc l'intention, elle a accepté. Non, pas qu'elle allait accepter, elle aurait pu accepter. Voilà, mais elle a fait le bon choix. Alors, moi, ce que je voulais savoir, vous avez décrit un certain nombre de difficultés vécues. Qu'est-ce que tout cela a produit sur votre personne? Ça a été quoi les conséquences? Les conséquences, c'est une totale perte de confiance en moi-même. Je me disais que je n'avais pas de valeur, que je n'allais pas réussir en fait dans la vie. Parce que je n'étais pas dans les conditions pour... J'avais vraiment perdu confiance en moi-même en la vie. Et souvent en Dieu, il y a des moments où je ne partais plus à l'église parce que je disais que c'était trop dur à supporter. Donc je me sentais humiliée, rejetée. Franchement, j'avais plus confiance en moi. Mais je crois que Dieu me donnait la force, malgré tout, d'avancer. D'avancer et de conserver vos valeurs acquises. Alors, à quel moment de votre vie vous dites « Non, je ne vais plus me jouer les victimes, je ne vais plus paraître rejetée ou inférieure par rapport aux autres, mais là, je veux que ça change ». Qu'est-ce qui crée le déclic? Le déclic est venu quand j'étais dans un rang pour une élection électorale. Il y avait un monsieur qui lisait un livre qui s'intitule « On ne subit pas sa vie, on la gère ». On ne subit pas sa vie, on la gère. Et j'ai compris que j'avais le pouvoir de dire non à tout ce qui m'empêchait d'avancer, à tout ce qui m'empêchait d'évoluer en fait. J'avais le pouvoir de prendre le contrôle de ma vie, j'avais le pouvoir de dire non. Et c'est ce livre-là que j'ai acheté après qui m'a vraiment aidé à remonter la pente. Et c'est là que j'ai fait ma première rencontre avec le développement personnel. Alors, donc, vous faites votre rencontre avec le développement personnel et vous-même, vous mettez toutes les conditions à votre disposition pour vous reconstruire. Mais vous ne vous reconstruisez pas n'importe comment. Il y a eu des étapes, vous avez travaillé. On va peut-être sauter ces étapes-là parce que cette partie est tellement intéressante que j'aurais souhaité qu'on en parle parce que vous avez travaillé de façon bénévole pour pouvoir subvenir à vos besoins, mais vous avez travaillé aussi dans certaines entreprises juste pour apprendre. Juste pour apprendre. Et ça, c'est important. Finalement, on sort ceci. Quelques années plus tard, Oser le positif. Dans Oser le positif, vous parlez de quoi exactement? Je parle de mon histoire, de votre histoire, ma vie et de toutes les leçons que j'ai tirées de ces expériences. Et j'apprends aux femmes qui sont la cible de ce livre comment y arriver aussi pas à pas. Comment s'en sortir, comment sortir du manque de confiance en soi, du sentiment d'infériorité pour construire sa vie. Bon, moi, Caro, je voudrais savoir, aidez-nous, madame, à mieux comprendre votre titre, Oser le positif. C'est pas oser. C'est quoi le positif? Oser le positif, c'est se dire que dans toute situation que je traverse, il y a de bons aspects. Il y a le positif. En fait, il y a le positif dans tout ce que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu est pour moi un témoignage qu'aujourd'hui, je partage avec des personnes. Et ces personnes se retrouvent en moi et se disent que si Prisca a pu surmonter ces difficultés-là, c'est que je peux aussi. Et donc, ça redonne de l'espoir à ces personnes-là. Ça leur donne de la force.
Parce que pour arriver aussi là où je suis, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont donné de la force. Merci beaucoup. On revient toujours sur la confiance en soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Oui, redonner confiance en soi. Comment est-ce qu'on y arrive véritablement? Oui, je crois, Carlo, je voudrais, pour ceux qui nous suivent, dans des situations pareilles, il faut éviter de succomber. D'accord. Si vous ne succombez pas, si vous tenez fort, Dieu ne vous abandonne pas. Absolument. Merci infiniment pour votre grain de sel. Donc, reprendre confiance en soi, ça commence par se dire que j'ai de la valeur. Que je mérite. Mais est-ce que c'est suffisant de se dire que j'ai de la valeur? C'est quand même très facile. C'est-à-dire que vous savez dans votre fort intérieur que vous ne valez rien. Enfin, je le dis entre griffes. Mais le fait de se le dire, est-ce que c'est suffisant pour faire le pas? Quand je dis se le dire, c'est-à-dire prendre conscience en fait. Prendre conscience de sa valeur. Prendre conscience du fait qu'on mérite une belle vie, peu importe les obstacles, peu importe les circonstances. Mais quand toutes les circonstances nous ont toujours dit non, vous ne valez rien, vous êtes une rébus de la société, vous êtes rejeté, vous n'allez rien pouvoir produire, rien de bon ne va sortir de vous, vous êtes bête, excusez-moi du thème, on a entendu des parents le dire à certains enfants et qui grandissent malheureusement avec et qui se sentent à la fin inférieurs. Il y a forcément un processus, on va dire, pour effacer cette image-là et reprendre confiance en soi. Oui, c'est là en fait que le coaching intervient. C'est là en fait que le coaching intervient parce que dans le coaching, on a des outils, des tests de personnalité, on va dire des challenges, des défis qu'on donne à la personne pour l'aider à prendre conscience du fait qu'elle peut faire des choses de par elle-même, de bonnes choses de par elle-même. D'accord. C'est tout un processus en fait. Vraiment, on ne peut pas tout dire sur ce plateau. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de lire Oser le positif. À l'intérieur, il y a son autobiographie, mais en même temps, il y a des conseils, il y a des éléments qui vont vous permettre d'aborder la vie de façon très, très positive et surtout d'avoir des résultats, de très, très bons résultats. En tout cas, Priska Kwaku, on a été très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. On se retrouvera certainement sous d'autres cieux, comme il y a quelques années. Allez-y, très rapidement. Alors, j'ai juste une dédicace du livre le samedi 17 novembre. D'accord. À la FNAC Cap Nord. Donc, tous ceux qui veulent me rencontrer peuvent venir. C'est à partir de 10h. Et le livre est disponible en librairie. Merci beaucoup. Merci d'applaudir Priska Kwaku, témoignage très inspirant que nous venons d'écouter.